Bonjour tout le monde et bienvenue en cette magnifique fin de mois d'août. Et nous voilà repartis pour la deuxième partie de la vidéo concernant les droits d'auteur. Lors de la première partie, j'ai volontairement éclipsé certains phénomènes, et notamment la création des sociétés de protection des droits d'auteur, dont la première est la SACD, fondée en 1777 sous l'impulsion de Beaumarchais. C'est la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Et c'est notamment grâce à la fondation de cette société que l'on débouchera en 1791 sur les premières lois sur la protection des droits d'auteur. Et oui, après tout, c'est bien beau de protéger les droits d'auteur, mais si on ne peut pas les percevoir, alors c'est complètement inutile. La SACD est la première de ces sociétés, d'autres se créeront au fil du temps, et ce sont elles qui vont se charger de percevoir et redistribuer les sous-sous qui doivent aller aux artistes. Là tout de suite je vais faire un petit disclaimer parce que je suis très critique dans les propos qui vont suivre, notamment envers la SACEM parce qu'il y a beaucoup de choses à redire. Mais que l'on soit d'accord, l'existence de ces sociétés est quelque chose d'important, cela permet aux artistes de percevoir une rémunération qui leur est due, et sans elles ce serait beaucoup plus compliqué de faire valoir ces droits individuellement et surtout de donner un prix à ces droits. Toutefois, même en reconnaissant l'utilité de certains phénomènes, de certaines choses, ce n'est pas pour ça qu'il faut complètement endormir son esprit critique et ne pas aller chercher ce qui ne fonctionne pas dans un système qui semble ne pas rémunérer les artistes à la hauteur de leur travail. Car que l'on soit d'accord, 100% des sommes qui sont perçues et qui font fonctionner ces sociétés sont issues du travail des artistes. Le producteur, c'est l'artiste, le rémunérateur, par conséquent, c'est quelque part l'artiste aussi. Donc vous allez voir dans le tableau qui est dressé juste après, que malheureusement cela ne fonctionne pas exactement comme ça devrait. Certains touchent des sommes exorbitantes, là où d'autres ramassent des miettes, voire moins que des miettes. Tout ça, c'est dans l'épisode qui arrive. Générique. La SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, se crée entre les années 1850 et 1851. Tout part d'une histoire assez rigolote. Le 8 mars 1847, le compositeur Ernest Bourget va manger dans une brasserie des Champs-Élysées les ambassadeurs. Au moment de partir, ce dernier refuse de payer la note, parce que la brasserie diffuse des œuvres composées par ce monsieur sans le rétribuer en retour. Il s'ensuivra un procès qui sera remporté par le compositeur. En avril 1849, un arrêt de la Cour de justice de Paris va se montrer favorable aux droits d'auteur et va en consacrer sa légitimité. Cela va déclencher une vague de procès qui vont être remportés par les créateurs de manière systématique. Fin 1849, Ernest Bourget présente à certains de ses amis un projet qu'il a en cours. La SACEM commence à prendre forme. Et enfin, début 1851, un acte notarié vient sceller les statuts et les objectifs de la SACEM. En 1858, la SACEM compte déjà 800 membres. En 1925, 75 ans après sa création, elle en compte 9000. En 1935, c'est la création de la SDRM, une société connexe à la SACEM, mais ça on y reviendra. En 1976, la SACEM, c'est 4 millions d'œuvres protégées, 500 000 contrats en gestion et près de 1000 employés. Ce chiffre s'accroît de manière exponentielle avec l'arrivée du numérique. À partir de 2014, on compte quelques 4 milliards d'œuvres déposées chaque année. Alors c'est bien beau tout ça, hein, ces chiffres ils sont absolument magnifiques, mais est-ce que ça fonctionne? Alors attention pour la suite, et pour reprendre l'expression du youtubeur Max Waimi, elle risque d'être un peu abrasive. Eh bien oui, car comme tout système où l'argent est au centre du fonctionnement et au centre de la pensée, eh bien on s'arrange avec les règles. Et c'est pour ça que un tout petit nombre va toucher ma stock, là où un très grand nombre... pas beaucoup pour ne pas dire que dalle. Car oui, plutôt non, le système de droit d'auteur ne permet pas aux artistes de vivre. Si on prend l'exemple de la SACEM, sur plus de 140 000 sociétaires, ce qui est beaucoup, seulement 2600 ont touché l'équivalent du SMIC ou plus. Et qu'en tout, seul un tiers ont touché ne serait-ce que quelque chose. Ce qui est encore pas beaucoup. Sachant qu'à ce moment-là,
La SACEM disposait de plus de 830 millions d'euros de ressources. Autant dire que ce système ne profite qu'à une toute petite minorité. En France, il y a 25 sociétés de gestion de droits d'auteur. Ces 25 sociétés de gestion de droits d'auteur, elles brassent 2 milliards d'euros. Elles brassent l'équivalent du budget du ministère de la Culture française. Une des plus grosses critiques qui est formulée est l'opacité de leur gestion. Il est très difficile de savoir qui touche quoi et pourquoi il les touche. Dans un rapport de la Cour des comptes de 2013, on apprend que seul 1% des membres de la SACEM concentrent la moitié des revenus qui sont perçus. Et parmi les 130 à 150 personnes privilégiées par ce système, seule la moitié, donc 60 à 70, perçoivent plus de 800 000 euros par an. Alors les plus économistes et sociologues d'entre vous auront reconnu dans le graphique précédent une loi qui s'appelle la loi de Pareto. Loi qui permet justement de calculer les inégalités dans une société. Et ben là, ça colle sacrément bien. Et le pire, c'est que les plus gros artistes vont être souvent en mesure de négocier la part qui leur revient avec ces sociétés de perception des droits d'auteur. Et donc de toucher encore plus. Et le pire, du pire, du pire, c'est que parmi les plus gros bénéficiaires de ce système qui est à la limite de la décence, eh ben, il n'y a pas beaucoup d'artistes. Et le pire, c'est que même parmi ces ayants droit, il n'y a même pas beaucoup de descendants en réalité. Souvent, il va se créer des montages financiers un peu douteux, et ça a été le cas notamment pour les œuvres de Ravel. Et bien ces œuvres de Ravel, par un habile montage, ont vu leurs revenus être perçus par un ancien directeur de la SACEM, qui a placé tous les revenus dans des paradis fiscaux. J'adore. Alors rassurez-vous, hein, c'est pas plus rose ailleurs, hein. Si on prend l'exemple des États-Unis, les droits d'auteur ne représentent que 6% des revenus d'un artiste. Je ne vais pas vous dire une bêtise, mais il me semble que 9 des 11 professions artistiques aux États-Unis sont dans le top 15 des professions avec le plus d'inégalités. C'est dire. En France, la gestion de ces sociétés est souvent pointée du doigt. Par exemple, la SACEM a des frais de fonctionnement qui mangent 17% de ses revenus. 17% des revenus juste par le fonctionnement. Et ça là, on parle même pas des salaires complètement pétés des dirigeants. Alors si on prend l'ancien dirigeant Bernard Millet, l'ancien président du directoire de la SACEM, il touchait 800 000 euros par an. 800 000 euros par an. On rappelle le graphique de ce que touchent les artistes. Et du coup, face au scandale, son successeur, Jean-Noël Tron, a dû renoncer à ne toucher que 400 000 euros par an. Et ça, c'est à mettre en contraste avec le fait que certains bénéficiaires de la SACEM n'arrivent pas à percevoir les droits qui leur sont dus. La SACEM complique inutilement des procédures administratives qui ne servent à rien, tout ça pour retarder le paiement, voire pour ne jamais les payer, et c'est pour ça que, par exemple, entre traducteurs et SACEM, eh bien, la relation est très compliquée. Les artistes, ils vont se retrouver impuissants face à un système dont ils sont pourtant la source, et les dirigeants de ces sociétés prennent souvent le parti de se cacher derrière le côté on est un espace sociétaire, on est un espace démocratique, c'est un homme, une voix, enfin une personne, une voix, ils peuvent voter, ils peuvent changer de conseil d'administration, etc. Seulement voilà, pour accéder au conseil d'administration, il faut percevoir par exemple pour la SACEM 30 000 euros par an de la SACEM. On remonte le graphique? Donc en fait, seule une infime part des sociétaires, qui sont souvent très intéressés à ce que le système continue comme ça, eh bien, peuvent devenir membres du conseil d'administration. En termes d'instance démocratique, on a vu un peu mieux. Pour conclure, je voudrais juste revenir d'abord sur une société annexe de la SACEM que je vais citer juste avant, c'est la SDRM qui, elle, est en charge de percevoir des taxes sur la reproduction des œuvres. Alors déjà, oui, petit point aussi que j'ai oublié de préciser, être inscrit à la SACEM, c'est à vie.
Voilà, si vous êtes sociétaire SACEM, c'est à vie. Si tu sors une œuvre dans ta vie que tu veux pas la protéger, c'est trop tard, t'es à la SACEM. Si tu veux la faire presser, t'es à la SACEM, tu dois payer la SDRM. Alors, c'est quoi la SDRM? C'est une société qui perçoit un pourcentage sur le pressage de vos CD. Alors, si vous êtes un petit artiste et que vous voulez faire presser un CD, vous allez devoir payer des frais de production qui s'élèvent à 8% du prix de vente du CD. Hors taxe, si c'est un presseur qui est agréé par la SDRM, toute taxe comprise, si c'est pas le cas. Sachant que si tu veux payer moins cher ton pressage, t'as des fois intérêt à faire ailleurs. En gros, plus tu essayes d'économiser, plus tu te fais entuber de l'autre côté. Alors, je vous explique le petit calcul auquel il faut procéder pour avoir le droit de reproduire sa propre œuvre. C'est-à-dire que si là, demain, je m'inscris à la SACEM, que je décide de faire presser un CD, 10, 12 titres, peu importe, je vais devoir payer une cotisation, enfin une taxe, qui est équivalent à 8% du prix du CD hors taxe. Si je souhaite vendre mon CD 12 €, j'enlève la TVA, ça fait donc 9,60 €. Donc, la SDRM va demander de calculer 8% de ces 9,60 €. Ça me fait quelque chose comme 0,768 €. Alors vous allez me dire, ça va, 0,768 €, 0,70 €, c'est pas... Par CD, avant toute vente, t'as même pas commencé. Quand t'es un petit artiste, tu vas faire presser quoi? Allez, 1000 CD, histoire de voir venir, si t'as un peu de popularité. 1000 CD fois 0,768. 768 € à verser à la SDRM au moment du pressage. En clair, on remonte le graphique, pour toute la part d'artistes qui touchent moins de 1000 €, pour la plupart, s'ils veulent rester à produire du matériel, ils sont obligés de reverser la somme qui leur a été versée par la SACEM pour pouvoir produire leur propre support. Et là, on parle même pas des abus des grandes plateformes de streaming. Alors si vous suivez des chaînes comme Le Joueur du Grenier, vous devez savoir que c'est compliqué. Dans une société comme YouTube, si tu utilises une musique qui n'est pas à toi, eh bien, l'intégralité des revenus générés par ce que tu as créé vont être reversés, non pas à des ayants droit, mais aux sociétés qui possèdent les droits que tu as utilisés. Ce qui paradoxalement est une propre atteinte à tes droits d'auteur. Et surtout que pour des sociétés comme YouTube, ce ne serait absolument pas compliqué de séparer 50% qui viennent du support vidéo, 50% du support audio, et de faire au prorata du pourcentage utilisé qui n'est pas à toi. Mais non, encore une fois, le puissant écrase le petit. Bref, notre système aujourd'hui de droit d'auteur est, on peut le dire, même si certaines sociétés doivent être un peu plus vertueuses que d'autres, vérolé, malgré tout. Et c'est un système qui se mord la queue, et un système qui justifie ses erreurs par ses propres inepties. La répartition ne fonctionne que pour ceux qui décident comment elle doit fonctionner. Le pire, c'est que les personnes qui sont souvent en charge de ça sont aussi les personnes qui ont la main mise sur les circuits de distribution et de diffusion, ce qui fait qu'ils peuvent décider de qui percera, qui ne percera pas. Donc en gros, plus t'en as, et ben plus t'en as. Et ça explique sûrement en grande partie pourquoi aujourd'hui la diversité est complètement inexistante dans le paysage audiovisuel, et que dès que quelque chose un peu différent sort, c'est souvent lié à des efforts qui n'ont rien à voir avec le système tel qu'il est construit. Donc assez paradoxalement, le système de droit d'auteur est-il devenu le fossoyeur de la créativité? Je vous laisse sur cette question, et je vous fais des bisous.